Ok, Adelin, tu es le chef d'orchestre. Donc nous sommes donc à ta disposition pour la partie rédactionnelle donc, de ce moment qu'on s'offre ensemble. Je remercie tout le monde du fond du cœur d'être là parce que vous êtes tous des partenaires de réflexion, chacun, et vous vous reconnaîtrez, extrêmement important sur toute une série de sujets. Donc, je vous remercie tous. Et je suis très heureux qu'on puisse mettre nos cerveaux ensemble aujourd'hui pour parler du sujet qui nous intéresse, notamment, c'est la question des monnaies en général et des stablecoins en particulier. Voilà, donc cette petite introduction. Est-ce que tu veux, Adelin, qu'on présente l'un et l'autre ou comment est-ce que ou que chacun se présente ou comment est-ce que tu veux procéder? Écoute, c'est toi que je remercie d'abord pour avoir pris cette excellente initiative et je te laisse régler l'ordre de la réunion. Je crois que tu avais commencé par un tour de table par rapport aux enjeux monétaires, Mhm. mais avant ça, évidemment, rien n'empêche de se représenter pour ceux que nous n'aurions pas encore rencontrés. Voilà. Je pourrais présenter chacun, mais je m'aventure à un exercice en fait impossible parce que vous avez tous des CV de taille de page Wikipédia et c'est extrêmement dangereux parce que vous avez tellement d'expérience. Je trouve ça dangereux. Je vais peut-être vous présenter avec mon angle personnel de comment nous avons travaillé ensemble. Donc, Adelin, nous avons commis ensemble plusieurs articles depuis 15 ans, plus même que 15 ans, notamment sur la valorisation de l'immatériel, etc., sur la systémique dans l'économie. Donc, et nous sommes un petit peu voisins, donc voilà, et on a la sympathie l'un pour l'autre. Je vais faire ça dans l'ordre de l'apparition des écrans. Frédéric, qui est un consultant de haut vol, mais qui est en train de devenir un ami parce qu'il est aussi un allié. Frédéric qui a un chemin chez McKinsey et qui a travaillé la question des risques. La question des risques étant toujours double et intéressante parce qu'elle vient nous chercher sur nos peurs, nos anxiétés individuelles et collectives. Donc, je fais ça à ma sauce, hein. Donc, c'est pas une Bien, présentation académique. on te laisse parler, Michel. Hein. Et qui s'aventure sur un terrain complètement nouveau pour nombreux d'entre nous, qui est la finance quantique. Et tu pourras peut-être le toucher du bout du doigt aussi dans la discussion. Christian qui apparaît en prochain. Christian, allié de très longue date, grand ami. On a commis même un mini sommet de l'économie systémique à Santiago de Chili. Et je dois dire que Christian, tu as été un allié extrêmement fidèle et qui nous a. C'est toi qui nous as dit depuis très longtemps, tu me dis, trouve-nous un truc systémique pour des pays, des gouvernements, parce que les enjeux sont systémiques et il va falloir trouver des solutions systémiques à ça. C'est toi le premier qui, il y a 15 ans déjà, me disait ça. Et je dis, mais écoute, je n'y suis pas encore, laisse-moi le temps. Ça a pris 15 ans, c'est aujourd'hui. Donc, mais donc macroéconomiste et aux toutes premières loges, comme on a vu ce midi encore, aux toutes premières loges qui se passent au niveau des monnaies. Alors, Bernard, dans l'ordre, Bernard Snoy, ici, pour lequel j'ai énormément d'admiration. Aussi, je ne vais pas m'aventurer dans ton CV, Bernard, parce qu'il est kilométrique, mais surtout un homme avec beaucoup de discernement, beaucoup de finesse, beaucoup de classe aussi, et beaucoup d'intelligence. Donc, je suis extrêmement honoré d'avoir été plusieurs fois déjà attablé avec des hommes de cœur et des hommes de vision comme Christian et Bernard. Donc c'est surtout Christian et Bernard, qui représentent Robert Triffin International, qui est le think tank macroéconomique avec qui on travaille aujourd'hui avec Global Brussels pour construire ce stablecoin Kairos. Olivier Lefebvre, également partenaire de premières heures, ou quand tu étais encore à l'époque à Euronext, hein, on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années, qui entre-temps a fait un énorme revirement et a créé un des exemples qui sont sur notre carte des îlots de régénération, comme on les appelle, en Belgique, à L'Apréal, qui est dans le Condro, à moi,
sur 5 hectares et en 5 ans, tu as fait une petite merveille. Pour ceux qui n'ont pas encore vu la Préale, il y a les portes ouvertes bientôt. Il faut aller voir, c'est obligé. C'est un bonheur de passer une demi-journée là-bas, vraiment. Ce n'est pas loin de Bruxelles. C'est 1 heure de route, c'est ça, hein? Porte à porte, même pas? C'est juste, les portes ouvertes, c'était dimanche dernier. Ah, Donc, monsieur. ce sera pour l'année prochaine. Il y en a 2 par an. Il y en a 2 par an, mais c'est vraiment une merveille, l'endroit que tu as créé. Sur 5 hectares qui étaient stériles, et tu en as fait plusieurs, combien d'équivalents plein temps maintenant? 8 ou 10 équivalents plein temps qui travaillent là. Et alors, Harry Lars Gilmen, Harry, qui est west-flamand de Courtrai, c'est ça, mais qui maintenant a élu domicile à Luxembourg, Luxembourgville, est notre étoile montante de la crypto-monnaie du côté légal. Donc, on aime beaucoup avoir un flamand au Luxembourg parce que c'est un excellent mélange et qui parle parfaitement français. Donc, on ne va pas être dépaysé. Un grand ami allié aussi de la première heure depuis 3 ans. Et c'est avec Harry qu'on construit aussi toute la partie légale du Kairos, du stable Kairos. Et alors, nous avons Isabella et Luc qui font partie de l'équipe et qu'on remercie évidemment parce qu'ils sont ici, ils sont spectateurs aujourd'hui, évidemment, spectateurs intéressés. Voilà, Adelin. Voilà, mais écoute, c'est une excellente introduction et je voulais peut-être qu'on puisse reprendre des définitions élémentaires qui sont évidentes pour ceux qui connaissent le domaine, mais ce serait quand même toujours agréable de bien résumer les choses. Donc, la différence entre les stablecoins et les CBDC, Central Bank Digital Currency. Je crois que ce serait intéressant d'avoir bien ça, cette définition en tête avant de commencer dans le vif du sujet. Alors, est-ce qu'on lance la balle à Christian, à Bernard? En Oui, bref, oui, Christian. si je saute tout de suite pour clarifier une chose, c'est que bien que CBDC et stablecoin utilisent le même genre de technique, à savoir, donc, disons, pour simplifier, la technique des blockchains, c'est un peu plus compliqué, mais enfin, simplifions. Il y a une très grande différence entre les deux parce qu'une monnaie centrale digitale, c'est une partie de la base monétaire comme une monnaie tout à fait normale de banque centrale, donc c'est la base monétaire, tandis qu'une stablecoin, c'est simplement un second best qui, par rapport à une monnaie de banque commerciale, ce n'est pas du tout une partie de la base monétaire. C'est une différence essentielle pour les implications macroéconomique et surtout pour la politique monétaire. Donc, ça n'est absolument pas la même chose. Une stablecoin ne sera jamais qu'un second best par rapport à une CBDC. Donc, il y a une différence qualitative et systémique fondamentale entre les deux, même si elles se reposent sur la même technologie pour accéder à tous les avantages technologiques que permettent les techniques digitales actuelles. OK. Simplement peut-être pour ajouter par rapport à la politique monétaire et aussi l'enjeu de la supervision, de la réglementation qui évidemment est complètement différent entre les deux, avec les risques qui sont liés, on y reviendra après, mais aux stablecoins, que l'on n'a évidemment pas avec la monnaie numérique, plus ou moins classique, hein, mais on en parlera, je pense. Évidemment, la stablecoin peut même, dans certains cas, comme ça risque d'être le cas avec la dollar stablecoin, émise en dehors de la juridiction de la Banque centrale, par exemple de la Fed. On ne sait pas encore si ce sera tout à fait le cas, mais actuellement, c'est le cas. Hein. La firme privée de la famille Trump et de son associé n'est pas sous la juridiction de la Federal Reserve. D'où la loi qu'il a sortie récemment. Oui. Le permettre. Voilà ce Est-ce qu'on peut, pardon, Michel, est-ce qu'on peut dire qu'un stablecoin est généralement privé et qu'un CBDC est généralement public? Simplement pour Par simplifier, ou bien définition. est-ce qu'il existe des stablecoins qui sont publics? Bon, pas à ma connaissance.
le droit de tirage spécial n'est pas, s'il était mobilisé, ne serait pas un stablecoin alors. Non, un DTS n'est pas une monnaie, hein, c'est un panier de monnaie de réserve. Ce n'est pas une monnaie au sens propre. Oui. Mais par contre, si c'est envisageable à l'avenir, effectivement, que le secteur public développe également ce type de stablecoin, comme le privé. Pour l'instant, c'est du par le privé, principalement aux États-Unis, mais la question peut être posée. Mais on peut faire une stablecoin en DTS, c'est d'ailleurs ce que propose le Kairos et ce que RTI propose d'ailleurs de manière plus générale pour pouvoir avoir une réplique au dollar stablecoin de Trump. On reviendra là-dessus. Ouais. Et le stablecoin peut être émis par une entité qui n'a pas nécessairement un objectif, je dirais, corporate privé de profit, mais par une fondation philanthropique. C'est le cas notamment d'un stablecoin que des amis autrichiens de la Ligue européenne de coopération économique essayent de lancer en ce moment sous le nom de SMP. Oui. Tant qu'on est sur le stablecoin, Michel, est-ce que tu pourrais nous redonner une définition du Kairos stablecoin, juste pour pouvoir bien situer tout ça dans le débat? Alors, le Kairos Stablecoin est on va dire une expérience où on s'est dit qu'il serait utile de créer une stablecoin, non pas basée que sur une monnaie, l'euro ou le dollar ou le sterling, mais c'est de le stabiliser sur un panier de monnaies pour que nous ayons une monnaie hyper stable, en tout cas plus stable que le dollar qui diminue ou qui monte. Voilà, ici, l'idée, c'est un double. Le Kairos va avoir on va dire, un double sens positif. Un, l'hyperstabilité, parce qu'on va le stabiliser sur ce fameux panier de 5 monnaies, hein, le DTS, Special Drawing Rights, dollar, euro, yen, sterling et le yuan chinois, avec à terme l'objectif quand même d'ouvrir ce panier à des monnaies, d'autres monnaies, comme le franc suisse, la couronne norvégienne, le Hong Kong dollar, la roupie, voilà, d'autres monnaies, par exemple des monnaies BRICS. Donc ça donne un signal extrêmement fort parce que hyperstabilité. La deuxième chose, c'est que nous avons décidé avec cette monnaie de ne pouvoir utiliser cette monnaie que pour des projets de régénération environnementale et socio-économique. Tout ce qui a à voir avec cet univers-là. Parce que nous voulons créer une économie dite parallèle, mais une économie plutôt complémentaire que parallèle, pour donner une résilience à l'économie dite traditionnelle, d'avoir un marketplace dédié à tous les projets qui seront pharaoniques, hein. Nous sommes face aux plus gros projets d'éducation, de reforestation, de clean-up environnemental de l'histoire, hein. Donc ça va représenter énormément de chantiers. Donc c'est une monnaie dédiée à la régénération et hyper stable. C'est un double message, voilà, en très bref, hein. Est-ce que je peux rajouter encore un ou deux points, Michel, par rapport à ça? Je prends ma casquette aussi du club lui-même, mais c'est cette neutralité géopolitique que l'on pourrait aussi assurer grâce à ce panier diversifié de monnaies et une moindre dépendance au dollar, qui est pour l'instant essentiellement le cas avec les stablecoins. Et après aussi, peut-être la réduction du risque de change qui est liée aussi, hein, parce que maintenant, quand on est associé à du dollar, si on veut l'avoir en euros, bon, on a un risque de change malgré tout qui subsiste. Donc, c'était deux éléments supplémentaires dans justement l'argumentaire par rapport au Kairos, hein. Oui, si je puis intervenir là-dessus, c'est très important cette remarque parce que le dollar stablecoin que l'administration Trump envisage et est en train de mettre en pratique est réellement un axe essentiel de la politique agressive de cette administration pour renforcer la domination du dollar au niveau géopolitique, donc au niveau international, pour imposer même le dollar dans un certain nombre de cas où il y aura probablement un chantage à la Trump, tandis que l'idée d'un DTS stablecoin serait précisément d'offrir
un concurrent plus performant du point de vue stabilité, par définition de ce qu'est le panier de référence. Donc, pratiquement, ça garantit aucune perte de valeur, étant donné que le dollar s'inscrit dans un trend de dévalorisation qui est voulu officiellement par l'administration Trump, qui a été annoncé d'ailleurs par Stéphane Miran dès fin novembre de l'an dernier. Et donc, le dollar stablecoin vise en fait à renforcer ce qu'on appelle le dilemme Triffin, c'est-à-dire à pomper l'épargne mondiale pour permettre à la consommation américaine d'encore gagner un certain nombre d'années sur le dos du reste du monde. Donc, ça représente un coût collectif énorme, moi j'appelle ça un missile contre l'ordre international monétaire, puisque donc ils vont pomper encore plus de l'épargne mondiale que ce n'est le cas actuellement, avec tous les coûts collectifs que cela signifie, notamment un obstacle particulièrement grave au financement de la décarbonation. On pourra revenir là-dessus si on veut. Mais donc, c'est pourquoi nous pensons à RTI, donc à Robert Triffin International, qu'il faut absolument trouver une réplique. Or, actuellement, on ne voit pas grand-chose venir du point de vue européen ou même ailleurs comme réponse à cette menace du dollar stablecoin. Et une des possibilités que nous soutenons serait donc l'émission, dans le sens de ce que le Kairos va faire comme projet pilote, c'est d'émettre un DTS stablecoin qui serait au niveau privé, donc une concurrence du dollar stablecoin. Ce n'est en aucun cas le first best, puisque pour moi, toujours le first best serait, ou eût été, parce qu'on est déjà en train de perdre la course, c'eût été l'euro digital et l'ensemble des CBDC qui auraient pu permettre de défendre la souveraineté monétaire qui est menacée par le dollar stablecoin. Le dollar stablecoin nous menace directement comme euro, comme monnaie souveraine et aussi représente donc géopolitiquement un pouvoir de chantage horrible. On peut revenir là-dessus, mais donc c'est réellement une menace géopolitique sur laquelle il faudrait réagir le plus vite possible. Parce que n'oubliez pas que le dollar stablecoin est proposé comme substitut au dollar CBDC. Donc la Federal Reserve préparait, tout comme la Banque centrale européenne et d'autres banques centrales, un dollar digital. Et depuis le 23 janvier, l'ordre présidentiel a été d'interdire, c'est une interdiction, de développer une CBDC aux États-Unis et de concurrencer toutes les CBDC possibles ailleurs par ce dollar stablecoin en prétendant que ça offre les mêmes possibilités technologiques, ce qui techniquement paraît vrai, mais en réalité est tout à fait faux puisque le dollar stablecoin est un moyen de financer le Trésor américain et de financer personnellement la famille Trump à hauteur de plusieurs dizaines de milliards de dollars. De bénéfices nets. Hein. Si je peux élaborer là-dessus, ce que vous disiez également, c'est qu'il y a un transfert finalement de l'épargne européenne, des dépôts européens pour financer les stablecoins adossés au dollar, parce que là, on n'investit plus en dollars, mais en stablecoins, et donc on défavorise l'économie réelle en Europe, et donc le financement aux entreprises, parce que les dépôts passent des banques sur les blockchains et l'investissement en stablecoins. Et donc, il y a la famille Trump à la place de financer l'économie réelle en Europe. Oui, pas seulement de l'Europe, mais c'est exact ce que vous dites, mais c'est vrai mondialement. C'est une attaque à la fois à l'épargne de chaque région non dollar et c'est également extrêmement pervers pour l'ensemble des banques qui ne sont pas en dollars. Donc, c'est un renforcement des banques américaines. Il y aura donc c'est une ponction au carré, si pas au cube,
que les États-Unis vont se permettre. Donc, c'est une forme d'impérialisme monétaire qui est inouïe. C'est du jamais vu dans l'histoire mondiale. N'oubliez pas que c'est un instrument de vassalisation, un instrument pour perpétuer ce que les Américains ont découvert avec délice ces 20 dernières années, c'est la possibilité de sanctions. C'est l'utilisation, l'instrumentalisation systématique des paiements et des placements en dollars dans le monde entier pour obliger les États membres à se soumettre aux positions de politique étrangère des États-Unis. On l'avait vu déjà dans les sanctions contre l'Iran, évidemment on le voit dans les sanctions contre la Russie, mais selon le bon plaisir du président Trump, ça peut être la manière de sanctionner tout État qui se refuse à suivre ces instructions, que ce soit dans les domaines de la fiscalité des GAFAM ou suivre Trump dans la politique pro-israélienne ou autre. Oui, tout à fait, c'est très important. Je dirais même plus qu'il n'est pas impossible qu'il y ait aussi une intention extrêmement perverse qui serait, puisque ce sera privé et soumis à aucune loi publique, de contrôler les opérations individuelles des gens qui seraient ciblés par l'administration Trump, les gens ou les associations, les partis politiques ou tout mouvement qui n'aurait pas l'aval idéologique de l'administration Trump. Parce qu'on privatise aussi certaines prérogatives de la Fed. Oui. En fait, c'est une privatisation de la monnaie avec des risques énormes d'instabilité financière mondiale, sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais ça va, selon certains économistes, être une véritable menace pour la stabilité financière mondiale. Mais comment peut-on comparer les stablecoins qui semblent rester dans le domaine privé avec le CBDC qui, lui, est public, mais qui pourrait être utilisé à des fins publiques qui ne sont pas désirées par les individus? Par exemple, ce qui se passe ou ce qui semble se passer ou ce dont on affuble la Chine n'est pas un symbole de liberté absolue, puisque le comportement social est tout et tout. Donc, comment est-ce qu'on peut établir une comparaison entre les deux? Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien? Oui, techniquement, ce que font les Chinois, c'est en fait, à mon avis, ce que Trump s'apprête à faire, mais de manière privée. Donc, au niveau chinois, c'est parce que c'est une dictature politique, officiellement dictature. Trump, ce sera une dictature mafieuse, privée, au bénéfice de quelques happy few. De toute manière, donc, lorsque c'est public ou privé, le contrôle dépend si on est démocratique ou pas, c'est-à-dire s'il y a transparence et des organismes de contre-pouvoir. Alors, même chez nous, on n'est jamais sûr. On n'est jamais sûr à 100%. Mais le risque est là. Il est moindre lorsqu'on a des contre-pouvoirs et des législations qui protègent les intérêts privés, qui protègent les données privées. Ce n'est en tout cas pas le cas en Chine par définition, c'est volontairement à l'opposé. Et chez Trump, c'est la même chose, mais de manière non officielle, en faisant miroiter les avantages technologiques, ce que reprend d'ailleurs The Economist ou The Financial Times en disant c'est très bien, on va pouvoir avoir des tas d'avantages d'inclusion sociale, de transfert cross-border moins cher, etc. Alors que tout ça serait assuré de manière beaucoup plus efficace et sans coût si c'était par des CBDC. Je m'étonne jusqu'à présent que ni le Financial Times ni The Economist n'ont relevé cette différence. J'ai une question. Tu semblais dire que le projet d'Eurodigital était à l'arrêt ou abandonné. J'avoue que je n'ai pas suivi ça de très près, mais ce n'est pas la compréhension que j'avais. Alors, le projet est pour le moment bloqué, semble-t-il, par le Parlement européen, parce qu'il faut effectivement, c'est un domaine sensible, il faut légiférer, et le Parlement européen traîne en tout cas des pieds. Par ailleurs, il semblerait que ça soit le cas de beaucoup de banques centrales, y compris à la BCE, sauf probablement Madame Lagarde qui pousse pour répondre au risque du dollar stablecoin par
un euro digital, ce qui, à mon avis, est la bonne réponse, mais c'est extrêmement technique et il faut tenir compte, je pense, bien que je n'ai aucune information de l'intérieur de la Banque centrale européenne, mais il est fort possible que les risques de cybersécurité ne soient pas encore suffisamment balisés que pour se lancer de manière accélérée dans l'émission de l'euro digital. Je pense qu'il y a une série de problèmes techniques qui font que ça traîne. Les Anglais également ont changé leur fusil d'épaule puisque après un démarrage sur les chapeaux de roue à l'époque de McCartney, c'est maintenant beaucoup plus timoré. Il semble y avoir un certain consensus de prudence qui n'est pas étonnant de la part des banques centrales, mais qui est effectivement inquiétant parce qu'on va être pris de vitesse par le dollar stablecoin. D'où notre proposition, c'est lançons-nous, puisqu'on est dans le privé, et dans le privé on peut le faire, lançons-nous dans une SDR stablecoin, de manière à provoquer un choc sur les marchés et à forcer les banques centrales à sauter dans le train. Christian, tu parles des risques technologiques. Qu'est-ce qui ferait qu'une banque centrale soit plus exposée à ces risques qu'un émetteur privé je pense que quelque chose d'effroyable, mais qu'il ne faut pas négliger, qui s'appelle Monsieur Poutine, qui pourrait paralyser donc les paiements si on se lance dans l'euro digital et que l'avance des cyberespions russes permettrait de paralyser les échanges. C'est un risque qu'un banquier central responsable ne peut pas négliger. Et Christian, Poutine est plus dangereux. Pardon. Sorry. Ah non, je pose la question parce que quand on parle de cyber, c'est probablement l'accès aux blockchains elles-mêmes, qui sont probablement détenus par les privés et seulement les Américains. Mais si on avait nos propres blockchains européennes, est-ce que ce risque d'attaque américaine serait un nouveau niveau de protection? Est-ce que donc la Banque centrale a intérêt, je pense d'ailleurs c'est l'initiative qu'elle a en tête, mais de développer sa propre blockchain pour loguer ces stablecoins à elle, hein, mais bien sûr, mais il faudra combien d'années pour que nous soyons autonomes? Non, on est d'accord, oui. On a déjà perdu la course, on le sait au départ, donc c'est ça le problème. Oui, mais on sait aussi que la réponse, si la CBDC est une réponse à l'acte de Trump, enfin, c'est une réaction un peu passive. Hein. L'Europe a réagi parce que Trump a menacé. Enfin, Oui. on est de toute manière chaque fois en retard, hein, sur tous les plans. Mais en quoi Keros serait protégé par rapport à ce type de risque? Et quelle est la solution technologique derrière? Keros est insignifiant, si je puis dire. Keros est un projet pilote. L'euro digital, c'est quelque chose de massif et de géopolitiquement considérable. Hein. Poutine ne va jamais se préoccuper du Keros, je pense. C'est ça qu'on reste bien resté sous le radar. C'est un message. Hein. Si on ne va pas faire de vagues, c'est le but aussi. Hein. On va s'occuper des papillons et des vers de terre. On va pas faire de vagues. Moi, je suis assez séduit par l'idée du Keros et les arguments pour expliquer l'adossement au DTS. Ma question, c'est comment, en restant dans des ambitions limitées et en dessous du radar d'une certaine mesure, mais je crois que le lancement de ce genre d'instrument ne fonctionne que si on atteint assez vite une certaine taille critique, parce qu'il y a un effet de réseau qui doit pouvoir jouer. Et donc, c'est quoi la stratégie de go-to-market, j'allais dire, du Keros et quels sont nos relais? Est-ce qu'on a aujourd'hui ouvert des discussions avec un certain nombre de banques, peut-être de banques européennes pour ne pas prendre les grandes américaines, ou d'autres institutions qui pourraient aussi sensibiliser les gens de l'asset management, toute la gestion de risque à l'intérêt de ce type d'instrument? Je ne sais pas s'il y a eu des discussions à ce stade. Mais nous en sommes là à nous dire encore ce déjeuner, nous étions réunis pour penser qu'il faut absolument trouver
une banque ou un consortium de banques importantes pour le lancer parce qu'il y a un business fantastique pour les banquiers qui peuvent se faire un fric énorme, puisque n'oubliez pas que dans la stablecoin, le rendement des réserves qui sont à 100%, donc le stablecoin demande pour chaque émission d'avoir la même quantité en réserve liquide, notamment en T-bills. Et donc, le revenu de ces T-bills, par exemple, dans le cas de la dollar stablecoin, ça va aller aux 3/4 directement dans la poche de M. Trump. Donc, un banquier qui a pour mission quand même d'être rentable devrait sauter sur l'idée d'émettre soit en euros, soit en DTS et de ne pas attendre même la semaine prochaine, mais de lancer directement cela. Et Olivier a tout à fait raison qu'il y a une masse critique à atteindre, mais pas seulement sur une. Ce qu'il faudrait, c'est d'avoir des milliers de propositions dans ce genre, par des milliers de banques. Parce qu'alors, on aurait la liquidité et l'interopérabilité. Mais ça tarde, ça tarde. Nous, au niveau académique et intellectuel, on pense qu'un banquier devrait se précipiter là-dessus. Et à mon étonnement, ça n'a pas l'air de prendre. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. Dans la stratégie go-to-market, on a des leviers. Hein. Il y a le sommet maintenant annuel qui s'appelle le World Regeneration Forum, où on va avoir accès à des pays souverains qui vont se pencher sur des solutions à leurs top 5, top 6 enjeux. Donc, on va avoir accès assez rapidement à des projets de taille de pays entiers. Ça, c'est un. Deux, effectivement, un réseau de banques qui eux aussi ont besoin de faire de l'ESG, de remplir leurs green bonds et autres crédits de régénération. C'est de nouveaux produits-services à créer qui vont être extrêmement sexy pour des banques qui veulent, pour le moins, se peindre un visage vert, quoi. Et d'autre part, dans le bottom, c'est créer cette marketplace d'expertise, de projets, de produits-services qui vont être tradés en Kairos. Donc, on se rend compte que c'est et du top-down et du bottom-up. C'est un peu cette double stratégie. En développant des produits-services, des approches pour ces différents publics cibles, que ce soit des îlots de régénération, comme on les appelle, comme le tien, que tu puisses avoir des wallets, que tu puisses dealer toi aussi dans ce Kairos, que tu puisses toi aussi dire, tiens, j'achète les 5 hectares d'à côté, je les régénère et je peux miner du Kairos, parce que régénérer un hectare permettra de gagner, minter en fait de 2000 Kairos par hectare. Donc voilà, c'est tout un écosystème de produits-services et de leviers qui vont être utilisés de façon organique en fonction du développement du projet. Et Michel, ce qui est intéressant, et je crois que Christian l'introduisait aussi, mais ou bien c'était Olivier, mais la méconnaissance pour l'instant du grand public par rapport à ça, et même la méconnaissance des souverains, des gouvernements, des banques par rapport au DTS, au stabilité, c'est les avantages, inconvénients. Donc il y a, à mon avis, un exercice de prise de conscience qui est extrêmement important. Et puis de l'autre côté, j'entends aussi l'effet de masse, c'est l'importance d'avoir un nombre suffisant, si tu veux, de stablecoins dans le Kairos, dans la blockchain, parce que ça reste, à mon sens, un circuit assez fermé où on réinvestit dans les produits qui seront dans la blockchain, donc il faut suffisamment d'offres attractives que pour les réinvestir. Parce que le problème qu'on peut avoir dans la blockchain en général, alors je ne dis pas nécessairement ici avec le DTS, mais c'est que pour sortir de la blockchain, il y a un risque aussi de liquidité, il y a un risque de sortie. On rentre facilement, mais pour en sortir et reconvertir dans de l'euro physique, tangible ou du dollar, le cas échéant, c'est plus compliqué. Enfin, c'est l'impression que je peux en avoir. On va lancer la balle à Harry tantôt, parce que Harry a justement est toute première loge au Luxembourg des exchanges et de cette mécanique-là. Pour terminer là-dessus, sur l'attractivité, en tout cas, on a testé cette idée auprès de nos extrapreneurs, notamment en zone de guerre et en Afrique et tout ça. C'est c'est une monnaie, ce sera leur monnaie. Leur monnaie qui va les aider, eux, à financer des projets pour eux, pour leur communauté. C'est extrêmement désirable. Mm. Si c'est désirable pour les communautés, ça serait désirable pour le reste du monde. Donc, je ne m'en fais pas au niveau de l'attraction. Mais pour l'échangeabilité, c'est un gros sujet.
on peut peut-être lancer la balle auprès de Harry pour voir comment cette mécanique fonctionne dans dans la loi et dans les réglementations MiCA aujourd'hui européennes. Mhm. Oui, d'accord. Dans le cadre MiCA, il y a deux titres, hein. Donc, le type de coin, donc un stablecoin, c'est un type de token, en fait. Les échanges, c'est plutôt le deuxième titre, c'est les Crypto Asset Service Provider. Où maintenant, bien évidemment, il faut avoir une licence et le grandfathering termine en juin 2026. Maintenant, on voit quand même, malgré le fait que le Luxembourg a été capable d'attirer un certain nombre de players de premier prix degré comme le stablecoin de Ripple ou encore Coinbase qui s'installe au Luxembourg pour toutes leurs opérations pan-européennes, qu'on voit très peu de European stablecoins ou de stablecoins qui sont convertibles en euros, quoi. Justement parce que le dollar, ils ont beaucoup plus de liquidité. En réalité, moi je suis complètement d'accord avec tous les enjeux qui ont été étalés par Monsieur Guimers parce que ça fait vraiment écho au retour que nous, on a quand on visite les conférences Token 2049 à Dubaï ou à Singapour, où effectivement ces grands enjeux géopolitiques d'un monde qui change, ou soi-disant dans le monde libre, enfin c'est sous couverture de digitalisation and inclusion, mais en réalité c'est pour enrichir une élite américaine, et que d'un autre côté, en Chine ou certaines dictatures, on le fait de manière beaucoup plus directe. Ça, c'est ce qui se dit sur les conférences aussi. J'ajouterais peut-être que online, dans les groupes sur Telegram ou encore sur LinkedIn, qu'il y a beaucoup de Eurobashing. Quand on dit oui, en Europe, il n'y a pas vraiment comment ça se dit en français? Inventions anymore, l'économie est en train de rétrograder, il ne faut pas investir en Europe, il ne faut pas s'établir ici. Mais quand tu vas aux conférences à Dubaï, tout le monde souhaite quand même, en termes de communauté structurée à travers l'Europe, justement parce qu'il y a cette crédibilité et cette transparence dans les règles de jeu auxquelles les gens font encore confiance, quoi. Donc c'est ça un peu la difficulté, comment est-ce qu'on va pouvoir être compétitif tout en ne pas faire un compromis sur les valeurs qui nous rendent nous. Après, Michel, c'est vrai que pour les communautés, il manque une infrastructure, mais ça va au-delà des stablecoins. Il manque une infrastructure Internet, cloud, digital, ou des communautés en Europe, par exemple la House of Web3 ou la communauté Space ou la communauté, tu sais, des fermiers peuvent avoir des échanges entre eux et s'échanger de la valeur, que ce soit un utility token pour dire, OK, voilà, je vais récompenser good behavior ou s'échanger des services dans un environnement qui est entièrement digitalisé de manière européenne. Mais bon, ça va au-delà de stablecoin seulement, parce que le stablecoin, ça fait qu'une partie de ça. Tu peux bien avoir un CBCD, tu vas néanmoins utiliser une infrastructure qui est principalement américaine pour faire tes échanges. Parce qu'il n'y a pas de, stablecoin exchange proprement dit qui est European built. Hein. Ça n'existe tout simplement pas. En tout cas, Et peut-être faire encore un loop and reasoning, même tous les centres de données, malgré le fait qu'il y en a certains qui se développent en Europe de manière relativement bien, si le data processing et le cloud est aux États-Unis, c'est pas vrai que les données sont secured en Europe. Tu vois? question que j'apprends que le MiCA offre une transparence totale également sur les transactions et sur les clients, et que ce ne serait pas le cas aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, c'est tout à fait vrai. Oui, et d'ailleurs, on va donner un événement conjoint avec House of Web3 et l'ambassade US ici au Luxembourg, justement pour étaler sur les différents Genius Act MiCA. Bon,
l'argent cherche toujours un peu de waar of de minste weerstand. Hein. Donc, Pas du moindre effort, oui. Dans le monde voilà, de donc résistance. auparavant, on structurait à travers Luxembourg, c'était pas pour le beau temps, la bonne nourriture. Et maintenant, c'est pas étonnant que beaucoup de projets crypto ou stablecoin privilègent un cadre réglementaire qui est écrit par ceux qui en bénéficient le plus. C'est un certain nombre de gens très restreints aux États-Unis parce que les règles sont beaucoup plus opaques sur l'origine de fonds, entre autres. Et Harry, il y a aussi peut-être pardon. Non, le point aussi aux États-Unis de cette dérégulation qui est encouragée par Trump, alors que Mika encourage la réglementation, justement. Et cette déréglementation des États-Unis encourage aussi à utiliser les blockchains et stablecoins comme monnaie refuge pour traficoter un peu en parallèle des circuits normaux, alors qu'en Europe, ici avec le Mika, on va aller vers une tendance justement à la transparence dont parlait Michel, qui sera un atout, je pense, de l'Europe par rapport aux États-Unis dans ce contexte. Oui, c'est même plus que ça, si je peux me permettre. Dans l'executive order du 23 janvier de cette année de Trump, il y a non seulement l'interdiction de continuer à développer un CBDC en dollars, mais il y a aussi l'éradication d'une disposition légale prise par Biden qui était de contrôler le blanchiment et les trafics mafieux. Donc Trump a fait supprimer cela. Donc, ce n'est pas seulement supprimé, en fait, il encourage son dollar stablecoin à être utilisé par les mafias et tous les trafiquants du monde. Exactement. Donc, c'est officiel, c'est la politique officielle, puisqu'il s'est mis lui-même hors la loi, ainsi que inaccessible à toutes les dispositions judiciaires qui pourraient réprimer des malversations avec des cryptos. Donc, c'est l'encouragement à ce que le monde entier pervers se base aux États-Unis. Oui, c'est là qu'est la grande difficulté de lutter contre Trump. Quand vous avez côte à côte une législation qui pratiquement encourage le blanchiment et aussi un aspect qui n'a pas été mentionné, mais évite complètement la taxation des bénéfices qui sont opérés sur les plateformes de stablecoin. Donc, quand vous avez côte à côte un modèle laxiste et un modèle décent, enfin, comment lutter dans cette lutte inégale? Et Bernard, peut-être un point aussi important, c'est en termes de poids justement de cette monnaie États-Unis versus Europe. Elle est quand même aux mains de deux acteurs principaux aux États-Unis. Je pense que ça représente 90% du marché pour l'instant, les stablecoins en dollars. Et donc, il n'y a que 10% qui restent aux autres actuellement. En fait, il y a quand même une proportion non négligeable qui est détenue, qui est dollarisée pour l'instant. C'est même plus de 99% actuellement. Donc, je prends un chiffre, alors, mais c'est incroyable. 9,5%. Après, oui, voilà. si on applique encore un degré d'abstraction à ce raisonnement, et we zoom out a little bit more, la monnaie centralisée va quand même de pair avec la souveraineté, la centralisation et avoir une armée, un enforcement apparatus qui va avec. Moi, je me demande quand même, dans un monde stablecoin dollar-based, comment ils vont enforce tous ces projets qui peuvent être, par exemple, en Vietnam, en stablecoin dollar, mais sans que tu aies une armée vietnamienne qui bénéficie de ce dollar. Il faut quand même que dans un monde où c'est centralisé, plus ou moins, que monnaie et armée, enforcement vont ensemble avec les bénéfices que les souverains peuvent en tirer dans la région où cette monnaie est utilisée. Et ça, donc je comprends quelque part Christine Lagarde qui dit, OK, il faut quand même protéger l'Europe. On a une armée qui va avec, on a des intérêts, tout ça. J'ai du mal à suivre ou à s'imaginer quand toute l'Afrique utilise une monnaie qui ne leur bénéficie pas, comment c'est pas protégé par leur armée. Ça, c'est encore quelque chose que j'ai du mal à me conceptualiser, en fait. D'ailleurs, dans l'histoire, on voit, par exemple, quand la centralisation s'écroule, après
la chute de l'Empire romain d'Occident, ben, en Europe, on avait une levée de pocket soft power, par exemple, dans les villes. Voilà, tu as des guildes et tout cela, et tu as un moyen d'échange qui est beaucoup plus décentralisé. Ce qui peut peut-être un peu être des stablecoins communautaires parce que les gens s'échangent différemment. C'est un peu le but du Kairos, justement, de créer une monnaie avec un sens, Oui, une monnaie avec une c'est là-dessus destination, qu'il un faut objectif. miser. Voilà. Et C'est là-dessus Michel, qu'on veut miser, et Michel, les valeurs, et voilà. Oui, vas-y. juste deux commentaires. Je pense que le fait que les Américains et que Trump en particulier aillent dans la voie qu'on connaît ne doit pas nous paralyser, au contraire, parce que je crois qu'on peut gagner en étant freerider sur un certain nombre de choses, mais pas si on crée l'incertitude juridique, si on met en cause l'indépendance de la justice et l'état de droit. À un moment donné, ça reste une fiat monnaie, hein, et donc, si l'environnement qu'il crée n'est plus crédible, je crois qu'il y aura une forme de mouvement refuge vers des juridictions qui le sont encore, ce qui devrait être le cas de l'Europe. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième commentaire, c'est je comprends tout à fait le sens, et je crois que c'est bien d'avoir un stablecoin with a purpose dans ce cas-ci, mais je reste un petit peu perplexe par rapport à l'idée de convaincre, non pas des projets individuels qui sont répartis un peu à travers le monde, mais si je prends notre exemple, nous, on ne va pas faire de transaction directement avec un projet quelque part en Afrique, parce que, je veux dire, les dimensions de ces projets, je crois qu'on est en train de multiplier tous ces centres de résilience, mais qui, en termes notamment transactionnels, vont travailler dans leur zone de proximité pour l'essentiel. D'où ma question de savoir comment peut-on créer une masse critique et notamment une masse critique transactionnelle. Et là, je pense qu'il faut vraiment aller discuter rapidement avec des institutions. Moi, je veux bien vous donner l'accès, mais c'est une banque américaine, puisque c'est la filiale européenne d'une banque américaine que j'ai présidée pendant un certain nombre d'années, et je connais très bien le nouveau CEO de la Banque européenne, Eric Pullings, qui est une banque qui est un dépositaire, le plus grand du monde, qui est Bank of New York, et qui s'intéresse beaucoup à ce genre de choses, mais qui est très, très averse au risque. Donc, j'ai pu rediscuter avec eux récemment sur ce qu'ils pensent du stablecoin Trump, mais je crois je crois qu'ils doivent paniquer au niveau de leur chief risk officer hein, par ce type de situation, et ils seraient peut-être intéressés de regarder d'autres choses. Si on veut regarder des banques dépositaires européennes, les premiers auxquels je parlerai, c'est BNP Paribas, qui est beaucoup plus petit comme dépositaire, mais qui est un des seuls à maîtriser ce type de métier-là en Europe, et en Europe un des plus importants. Mais voilà, il y a certainement d'autres pistes. Je crois qu'il faudrait sans doute assez rapidement euh, à la fois tester notre idée avec ce type d'interlocuteur, mais aussi de voir s'il n'y a pas de l'appétit business de la part de l'un ou de l'autre pour aider quand même à faire un peu un splash avec le lancement du Kéros. Et sinon, on va mettre 25 ans avant euh, d'avoir de l'impact. Très bien. Peut-être pour compléter, Olivier, parce qu'on a beaucoup parlé aujourd'hui en opposition par rapport aux États-Unis, par rapport à Trump. Je pense que c'est important qu'on se recentre sur l'objet même du Kairos, la vision que Michel partage avec nous, qu'il renforce les extrapreneurs et que le financement de cette économie via la chaîne Kairos, les stablecoins, plutôt que de dire on va réagir de manière passive par rapport aux États-Unis. Je crois que c'est un autre enjeu qui est extrêmement important, mais ici, c'est effectivement pour répondre à une mission, à une vision qui est celle que Michel a lancée il y a quelques années déjà maintenant. Mais je pense que c'est important qu'on positionne bien le débat de ce côté-là et qu'on arrête aussi de se comparer toujours au dollar. Les DTS, c'est une extrêmement bonne idée justement pour stabiliser aussi par rapport au dollar, enfin, etc. etc. Mais voilà. Tout Oui, à fait d'accord. concernant une des remarques d'Olivier,
sur le chaos monétaire qui devrait aboutir d'ici quelques années. Si effectivement le dollar stablecoin prend corps dans la mesure non régulée qu'il prétend, on peut s'attendre à un véritable chaos parce que c'est la définition centrale de la monnaie qui est en cause. Donc, d'une part, l'objectif de Trump est d'affaiblir la Federal Reserve, donc la banque centrale, et d'autre part, d'affaiblir l'idée de la singleness de la monnaie. Et ça va provoquer une fragmentation très coûteuse et ça va rendre beaucoup plus difficile l'exécution de la politique monétaire et sa transmission. Parce que le stablecoin en dollars, s'il prend les proportions auxquelles s'attend cette équipe, c'est-à-dire 2 à 3 trillions de dollars en quelques années, c'est une perte d'influence de la base monétaire américaine et donc de la transmission de la politique monétaire. Donc il y a des implications qui ne sont pas encore très connues et que nous devons rapidement étudier, mais il y a réellement un problème systémique là derrière cette explosion. S'il y a cette explosion, on met en cause tout l'ordre monétaire connu et l'image donc de se référer à la fin de l'Empire romain est, je crois, très pertinente. Hein. Donc on va vers une fragmentation accélérée avec chaos monétaire, parce que normalement, cette multiplication des stablecoins en dollars sans avoir les moyens de contrôler si les mesures de réserve seront effectives, parce que s'il y en a des milliers et comme il n'est pas prévu d'avoir les contrôleurs et les vérificateurs, ça va donner lieu à des paniques bancaires et c'est tout l'édifice, donc y compris les T-bills américains qui pourraient être soumis à des vagues de liquidation massive qui obligerait la Federal Reserve à intervenir, mais dans des proportions, on est ici dans des mesures de plusieurs trillions de dollars. Donc c'est un autre univers, c'est un univers complètement inimaginable. C'est un bon argument pour créer quelque chose de résilient qui prépare le prochain chapitre. Mais je vois qu'il reste encore 5 minutes. Adelin, est-ce qu'il y a encore des questions pour compléter ton analyse du sujet, ton papier? Non, j'étais en train de réfléchir tout haut. Je me dis finalement, un stablecoin est quelque chose qui doit avoir un collatéral. Et quand on voit le droit de tirage spécial aujourd'hui, qui est lié aux principales devises qui comptent dans le monde, quand on voit le désir des BRICS de prendre un peu d'envol par rapport aux Américains, et quand on voit même que les Arabes sont pegged to le DTS, on se demande si finalement il n'y a pas dans cette construction quelque chose d'intéressant. Ben, merci. Effectivement, l'agenda ici, après, enfin, à court terme, c'est déjà d'avoir des discussions avec d'autres pays, des pays de BRICS, pour, bon, on ne va pas se voiler la face, c'est de dépondérer un peu le dollar pour dérisquer en fait le kairos et de pondérer avec des monnaies de pays émergents. Enfin, c'est plus des pays émergents, hein, ce sont de très grandes puissances. Hein. Oui, Olivier? Oui, je ne m'embarquerai pas trop vite dans cette direction. Oui. Moi, je pense que c'est une très bonne idée de s'appuyer au DTS. C'est une monnaie, alors elle n'est pas parfaite, enfin, c'est pas une monnaie, je suis d'accord. Oui, enfin, Christian va me corriger. C'est un panier qui n'est certainement pas parfait, mais qui est officiel, qui est reconnu au niveau international. Et je crois que ce panier doit évoluer de lui-même. N'allons pas nous bricoler avec des pondérations qui seront très compliquées à faire accepter. Donc moi, je pense que stick to DTS ou SDR et espérons qu'il évolue, mais concentrons-nous sur notre objectif qui est le lancement du Kairos plutôt que de chipoter un panier. merci, mais bien reçu, merci beaucoup, Olivier. Donc, pour moi, Michel, tes analyses de conclusion que tu disais, mais c'est intéressant parce que ce que tu promeus, c'est un stablecoin qui est résilient, alors qu'aux États-Unis, le stablecoin n'est pas nécessairement stable et donc n'est pas nécessairement résilient. Enfin, je trouve ça assez intéressant comme concept à travers le Kairos. Il y a surtout le sens. Hein, donc, le Kairos donne un sens éthique et économique, donc dans le sens où c'est la rentabilité à long terme,
tandis que le Trump stablecoin, c'est simplement faire du fric au détriment du reste du monde et de la société. Absolument. C'est En pas tout du cas, tout la même pourra chose. dire, on pourra dire pour le moins que l'intention entre ce stable dollar-là et le Kairos, c'est diagonalement opposé et qu'on va trouver notre public qui va dire, tiens, on veut une monnaie qui tienne la route sur des bases de valeurs et qui sont des valeurs qui vont être facilement vendables à nos enfants, nos petits-enfants. Euh, la spéculation n'intéresse moins les générations futures s'il n'y a plus de planète, évidemment. Donc cette monnaie va servir à régénérer notre planète aussi, hein, et le socio-économique. Donc on est sur de très très gros enjeux ici, hein, des enjeux de survie. Et d'où l'importance du volume aussi à mettre en Oui, action. mais c'est ça, mais bien reçu en tout cas le message de aller rapidement chercher des alliés pour faire du scale, pour faire de l'échelle, le message bien reçu. Et merci beaucoup en tout cas. Importance d'une politique de communication sur les avantages concrets, les réalisations concrètes, les premières réalisations concrètes avec le Kairos. Et aussi la compréhension des risques et comment on s'assure qu'ils sont contrôlés et atténués. Hein. Parce qu'on parle du risque cyber, qu'il y en a un parmi beaucoup d'autres aussi, mais qu'on a un bon contrôle là-dessus, effectivement, pour rendre les gens en confiance, pour pouvoir investir dans du stablecoin, DTS, Kairos. Très bien, voilà. Écoute, le mot de la fin est à toi, Adelin. Eh bien, tout grand merci, Michel, d'avoir organisé cette très intéressante réunion. Je crois on a mis beaucoup d'éléments nouveaux. Je vais faire un article sur base de ton enregistrement qui sera bien sûr soumis à chacun avant parution, de manière à être sûr de ne pas me tromper dans les technicalités. En tout cas, c'était tout à fait passionnant.